Allez, salut, bienvenue les petits pitchouns. Petite vidéo aujourd'hui, comme vous l'avez vu sur la miniature, les 3 compétences exécutives à favoriser chez l'enfant. Alors pourquoi j'ai décidé de faire cette vidéo? Parce que en fait, comme je vous le dis sur pas mal de vidéos sur cette chaîne, moi je vous donne des lectures, des méthodes, des stratégies que je lis et que je regarde sur pas mal de médias, ce qui me permet de faire ces vidéos. Pour ce faire, n'hésitez pas à vous abonner, à cliquer sur me mettre des likes quand les sujets vous intéressent, ce qui me permettra, et aussi de mettre des commentaires, ce qui me permettra de faire d'autres vidéos sur des questions que vous vous posez, donc les commentaires, allez-y, n'hésitez pas. Donc là aujourd'hui on va parler des 3 compétences exécutives à favoriser chez l'enfant. Je vais sûrement faire une deuxième vidéo sur d'autres compétences. Pourquoi ces vidéos? Tout simplement parce que c'est pour vous donner, alors comme je le dis à chaque fois, ce ne sont pas des checklists à remplir, je ne suis pas là à vous dire faut faire ci, faut faire ça pour améliorer, comment dire, pour être de meilleurs parents. On fait avec les moyens qu'on a, mais au vu des nombreuses lectures que j'ai vues, je vous ai un petit peu fusionné la chose sur les 3 compétences, comme ils appellent ça, exécutives, mais en fait ce sont des compétences, vous allez voir, cognitives à favoriser chez l'enfant pour qu'il arrive notamment à devenir un peu plus à devenir autonome, ce que je vous répète beaucoup dans mes vidéos. Le but étant qu'ils deviennent indépendants, autonomes le jour où nous ne serons plus là et qu'ils puissent réagir aux différents aléas et problèmes de la vie. D'accord? Donc les 3 fonctions exécutives sont: la première, c'est la mémoire de travail, qui représente la capacité à garder une information en mémoire sur un temps court. Ensuite, il y a le contrôle inhibiteur, qui représente la capacité à se contrôler, à se concentrer et à inhiber les concentrations, les distractions. Et le troisième, c'est la flexibilité cognitive, qui représente la capacité à détecter des erreurs, à se corriger et à se montrer créatif pour, par exemple, les résoudre. D'accord ? Pourquoi ce sont les 3 compétences exécutives, cognitives que je mets en avant? Parce que vous allez voir, il y en a d'autres, mais c'est les 3 qu'on met les plus en avant. Comme vous le comprenez, la mémoire de travail, durant l'enfance, comme je vous l'ai déjà dit, l'enfant mémorise énormément de choses, par effet, comme une éponge en fait, par imitation. Il vous recopie, il regarde ce que vous faites, il regarde ce que font les copains à l'école, ils écoutent beaucoup. Pourquoi? Parce que leur cerveau travaille énormément et donc ils ont besoin d'emmagasiner énormément de choses. Et donc si on favorise cette capacité de mémorisation, ils vont mieux retenir et ils vont pouvoir l'emmener, comme on dit, sur le côté du cerveau, dans la mémoire long terme, qui va permettre de corréler toutes par exemple les situations dans lesquelles qu'ils vont rencontrer et qui vont faire en face une sorte de plan d'action. Par exemple, je sais pas, moi je vous donne un truc très simple, la porte de la chambre est fermée, première action, essayez la clenche, deuxième action, tournez la clé, vous voyez, ou tournez la clé, essayez la clenche, vous voyez, c'est très résumé, mais en gros, la mémoire à court terme, la mémoire de travail, comme ils appellent ça, permet de faire cette mémorisation à court terme et donc de mémoriser les différentes actions qui vont après petit à petit s'emmagasiner et devenir un mécanisme et automatique dans le long terme, au fur et à mesure de cet apprentissage. Voilà. La deuxième, c'est le contrôle inhibiteur, représente la capacité à se contrôler, comme je disais, se concentrer et à inhiber les distractions. Alors, celui-là, il est hyper compliqué, surtout dans le monde actuel, comme je vous le dis à chaque fois, entouré d'écrans. Nous-mêmes, déjà, en tant qu'adultes, on a un gros travail à faire sur nous-mêmes, parce qu'avec ces écrans, on a tendance à déjà se distraire nous-mêmes, voire à perdre des moments de qualité avec notre enfant. Donc comme je vous l'ai dit, le but de ce travail, au-delà de le favoriser vis-à-vis de l'enfant, c'est aussi de se l'appliquer à nous-mêmes pour pouvoir toujours améliorer cet apprentissage et montrer à notre enfant qu'on est dans le même bateau et qu'on travaille avec lui pour le faire avancer. D'accord ? La troisième, c'est la flexibilité cognitive, capacité à détecter les erreurs, corriger, montrer créatif pour les résoudre. Ça va un petit peu avec la résilience et ça va aussi avec l'autonomie. Ça, tout simplement, on peut l'apprendre par exemple, enfin tout simplement, pas simple, mais par exemple, l'école sert à ça, par le biais des mathématiques, par le biais de dialoguer avec les copains, par le biais de discuter avec nous de ce qui se voit, des problématiques
et des choses, comment ils ont résolu des situations à l'école, ça c'est aussi un moyen. Et l'autre aussi, c'est le fait de faire, par exemple, leur faire faire des tâches ménagères en fonction de leur âge. Vous le lisez sûrement dans beaucoup d'articles qu'il est bon de leur faire faire des tâches ménagères. Ben, tout simplement parce que ça leur permet d'améliorer ce qu'on appelle cette flexibilité cognitive, c'est-à-dire cette capacité à résoudre des problèmes en leur donnant des tâches ménagères. D'accord ? Notamment, hein, par temps. Mais il y a aussi l'autre aspect, et c'est sur celui-là que je pense qu'on peut appuyer nous à travers les moments qu'on passe avec eux, c'est à travers le jeu. Alors il y a le jeu, hein, il y a plein de jeux de société qui permettent de faire ça. Il y a aussi l'apprentissage d'instruments de musique, par exemple, je lis beaucoup, par exemple, l'apprentissage de piano, qui est assez pas mal pour la motricité, mais aussi pour la mémorisation, hein, on en revient à la mémorisation que je parlais un peu plus tôt. Donc voilà, l'objectif en fait de la communication et de l'apprentissage avec votre enfant de ses compétences, c'est de favoriser des activités ou des moments où enfin les accompagner en fait hein, pour développer ces compétences petit à petit tout au long de leur jeunesse et qu'ils puissent l'utiliser après dans le monde professionnel bien évidemment. Donc comme je disais, si on fait le rassemblement des trois, une bonne mémoire de travail permet de mémoriser et d'organiser les différentes informations qui prennent notamment. Contrôler ses impulsions, ses émotions permet d'éviter les gestes inappropriés. Et enfin, la flexibilité cognitive permet d'ajuster notre stratégie en cas d'erreur, hein, de résoudre des problèmes comme on dit. Et pourquoi pas d'amener un peu ce qu'ils appellent cet aspect de créativité, c'est-à-dire réfléchir pour comment je vais résoudre cette problématique et emmener donc cette part on va dire de choses non concrètes. Voilà. Et ça, tout ça fait ce qu'ils appellent l'intelligence d'action, hein, et ce qui permet en gros de se réaliser dans la vie. Je ferai une petite aparté pour nous, chers parents, à la fin de la vidéo, si vous êtes encore avec moi. Pour notamment expliquer un petit peu ça, ou si vous voulez avoir plus de choses, j'ai lu un bouquin de Céline Alvarez. Alors Céline Alvarez a été une professeure qui a monté avec l'éducation nationale un type d'école centrée autour de l'enfant, qui a très bien marché. Malheureusement, son expérimentation s'est terminée pour différentes raisons et de difficultés d'applicabilité au sein de l'éducation nationale. Mais en fait, elle a fait exactement ce que je suis en train de vous dire. Elle a développé ses compétences, que ce soit cognitives et socio-émotionnelles. Ça sera l'objet d'une autre vidéo. En centrant l'enfant au milieu de toute activité qu'elle comptait faire, que ce soit l'apprentissage de la lecture, de l'écriture, la réflexion pour résoudre des problèmes mathématiques ou autres, d'accord ? Donc je vous mettrai le lien des 2 livres de Céline Alvarez dans la description que j'ai lu et que je trouve très intéressant pour vous montrer en fait cette capacité qu'a les enfants en fait, hein, parce que là elle avait des enfants qui allaient jusqu'à, je crois, 4-5 ans. Et des enfants à partir de 2 ans qui démontraient, alors n'importe, en plus, elle était, je crois, en Seine-Saint-Denis, donc dans une ZUP, donc aucun rapport avec, il n'y a aucune discrimination, toutes les enfants de classes sociales, différentes religions, différentes classes sociales, etc. Elle a fait la chose avec tous ses enfants, et tous ses enfants ont démontré un apprentissage aisé, une plus grande facilité, une curiosité exacerbée. Alors par contre, c'est une manière vous allez voir, la contrepartie, c'est beaucoup d'énergie et beaucoup de temps à encadrer la chose, mais après, ça a même emmené de la discipline au sein de la classe et de l'entraide et de la cohésion entre les enfants, notamment entre ceux qui arrivaient mieux à faire un exercice, ils apprenaient de eux-mêmes, ils avaient 3-4 ans, ils apprenaient aux plus jeunes ou à leurs copains, copines qui n'y arrivaient pas, sans l'intervention de la professeure. Pour vous dire l'exploit qu'elle a réussi à faire, et elle a pris des enfants, des enfants pas d'une grande école, elle a pris une école publique et elle a créé ça avec l'aide de l'éducation nationale, bien évidemment, pour monter cette classe un peu spéciale. Notamment les résultats de ces enfants à l'arrivée au collège, par exemple, ont montré de très bons résultats, que ce soit au brevet ou au bac. Donc comme quoi,
si on emmène le bon cadre et la bonne manière d'apprendre les choses aux enfants, tout en gardant l'idée de garder l'enfant centré au milieu de l'apprentissage, hein, on ne va pas refaire les déboires de l'éducation nationale, hein, mais je peux vous en dire quelques-uns, c'est-à-dire que faire passer 8 heures par jour assis à un enfant de moins de 6 ans, c'est pas physiologiquement en cohérence avec sa manière d'apprendre. L'autre chose aussi, c'est d'être complètement passif, hein, le fait de les laisser complètement passifs, mais nous aussi, hein, un peu adultes, le fait de les laisser complètement passifs, assis derrière un bureau, ça leur permet pas d'apprendre aussi bien que si on les fait participer de manière active, c'est-à-dire qu'on leur fait faire les choses et qu'on les accompagne plutôt pendant l'action que l'écoute pour la restitution. Voilà, bon. Hein, on sait en plus que, vous l'avez sûrement lu, que dans certains articles, que le fait de délivrer un message, il y a au moins plus de 60% de l'information qui est perdue entre la personne qui parle et la personne qui reçoit le message et qui l'interprète. D'accord ? Et en plus, il y a les biais d'interprétation. Bref, je ne vais pas vous rentrer dans tout ça, mais c'est très intéressant. Je vous mets les liens des 2 livres, lisez-les, franchement, c'est super dans le sens de la compréhension de l'apprentissage de l'enfant, du jeune enfant pour le coup là, et pour montrer un peu, pour casser un peu tous les mythes du QI et le HPI, tout ce qu'on entend actuellement, comme quoi n'importe quel enfant avec avec le bon guide, le bon accompagnement peut apprendre tout et n'importe quoi parce ils ont un cerveau qui est très 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 actif jusqu'à l'âge de 6 ans. Donc dans ce livre, en fait, les lignes maîtresses, c'est ne pas forcer les enfants, mais les accompagner de manière non inclusive, surtout entre 3 et 5 ans, car, comme je vous l'ai dit, le cerveau est en plein apprentissage à cette période et assimile plus facilement. Lorsque l'enfant, toujours dans le livre, hein, lorsque l'enfant était capable d'agir par eux-mêmes au quotidien, de manière ordonnée, sans avoir constamment besoin de l'aide des adultes, il s'appropriait les savoirs fondamentaux avec beaucoup d'aisance, de rapidité et de plaisir. Le mot plaisir est très important là-dedans, c'est-à-dire qu'en fait, comme je vous le disais plus tôt, ils ont réussi par le biais des activités à faire aimer l'apprentissage aux enfants, que ce soit des mathématiques, de la lecture, de la poésie, des exercices de motricité. Alors après, j'en reviens pas, elle utilisait beaucoup de choses qu'on voit dans les écoles Montessori, hein, par exemple les activités avec des morceaux de bois, pour les chiffres, des frises, voilà, tout était réfléchi. Déjà, il n'y avait pas de bureau, elle enlevait tous les bureaux et les chaises quand elle rentrait dans la salle, et elle faisait des zones en fait d'activité et les enfants allaient se servir, et en fait en gros le planning c'était eux qui le faisaient. Il y avait des enfants par exemple qui pouvaient passer 1 semaine à 15 jours à faire le même exercice jusqu'à le réussir. Ça vous montre aussi on va dire l'envie et l'obstination, voilà, de l'enfant qui voulait réussir, ce qui des fois est perdu en les faisant passifs ou en leur imposant un programme sur des cours qui sont où ce jour-là ne sont pas réactifs ou n'ont pas envie d'avoir ces cours et donc se désintéressent du cours. Voilà, toujours centré autour de l'enfant comme je vous le disais. Donc pour mémoire, pour faire simplifier tout ce que je viens de dire, les 3 compétences pour leur amener ces 3 compétences exécutives, la mémoire du travail, inhibiteur cognitif et flexibilité, les inhibiteurs, contrôle des émotions, hein, des inhibiteurs et flexibilité cognitive, il faut les aider à développer toutes ces 3 compétences par accompagnement, sans être trop inclusif, et surtout, étant donné que vous êtes les parents, vous connaissez normalement pas mal le rythme de vos enfants en adéquation avec leur rythme physiologique, hein, et leur âge bien évidemment. Comme je dis à chaque fois, tout ce que je vous dis là, vous pouvez prendre ça comme de belles paroles. Le but du jeu, c'est de l'emmener dans votre vie petit à petit avec vos moyens, votre rythme de travail. Mais ça demande un petit peu d'effort et de réflexion, pourquoi pas, pour la mise en place tout du moins. D'accord ? J'expliquerai aussi d'autres choses, comme je vous l'ai dit, à travers les routines, ça peut vous simplifier la tâche dans certains cas. Pour les autres, parce que là on a parlé de 3 grandes compétences cognitives, je vais vous donner les autres quand même. Les autres compétences cognitives, bon, comme je vous l'ai dit, c'est la mémoire, donc à travers la mémoire, hein, comme on l'a dit avant, c'est développer la mémoire en utilisant des techniques d'apprentissage ludique, donc à travers le jeu, jeu de mémoire, histoire, association de cartes et visuel. Il y a l'attention, voilà, ça revient aux inhibiteurs.
encourager la concentration en minimisant les distractions, en établissant des routines, en enseignant des stratégies de gestion du temps. Alors attention, on n'est pas chez les adultes, mais sans distraction, c'est à minima sans les écrans, quelque chose en interaction réelle, par les routines, mais comme j'en parle tout le temps, c'est la routine du soir qui permet par exemple l'apprentissage de la gestion du temps au niveau de l'enfant. Quand il sait qu'il rentre dans le rituel du soir, c'est qu'il va faire cette action-là, puis celle-là, et puis à cette heure-là, il sera au lit pour s'endormir. Ça apprend vraiment la gestion du temps et le déroulé de la journée à l'enfant aussi. Il y a le raisonnement, on était à mémoire, attention, raisonnement. Donc le raisonnement, simuler leur capacité de raisonnement en posant des questions ouvertes. Donc là, c'est ce que je vous dis, interaction en réel. Ne pas hésiter à laisser vagabonder leur curiosité, qui vous posent des questions. Même vous pouvez travailler avec eux si vous n'avez pas la réponse, c'est pas un problème, vous cherchez avec eux. Et donc là, c'est vraiment pour développer la curiosité, parce que la curiosité n'est pas un vilain défaut, ça dépend comment on l'a, d'accord? Il y a des choses malsaines et il y a une curiosité, comme moi je suis foncièrement curieux, qui va vous permettre d'apprendre, de développer vos compétences et de vous améliorer. Ensuite, il y a le langage, bien évidemment, en cognitif, valoriser le développement du langage. Alors ça passe par la lecture. Ça passe par la lecture, leur lire des histoires, mais ça passe aussi à les faire lire après quand ils ont la capacité de lire. Pourquoi? Parce que la lecture va développer plusieurs choses. Déjà la curiosité, elle va développer leur imagination aussi, parce que ça va les faire aller dans plein d'histoires qui peuvent mettre en musique dans leur tête. Et ça va leur emmener surtout du vocabulaire qui va permettre de petit à petit d'améliorer leur langage et leur phrasé. D'accord? Ensuite, il y a la perception. Alors la perception, ils disent en encourageant et en explorant l'environnement à travers tous les sens. Donc là, on en revient à les activités artistiques, activités musicales, sensorielles en faisant la nature. Vous voyez, par exemple, on parle beaucoup de la Suède, la Norvège et tout ça. Ils font des classes dehors carrément. Pourquoi? Parce qu'être en pleine nature leur permet d'être curieux, leur permet de se sentir partie de quelque chose, et en plus emmène des questions et peut même emmener des leçons sans les avoir écrits pour les professeurs, parce qu'en fait on apprend la nature et on apprend notre positionnement au sein de la nature. D'accord? Donc en faisant tout ça, on a toutes les compétences cognitives. De nombreuses études montrent que le niveau de développement de ces compétences emmène une plus grande réussite et un épanouissement surtout, plutôt que le QI, celui qu'on entend tout le temps et que tous les parents, que beaucoup de parents sont fixés dessus, là, le QI et ce qui est lié avec HPI, etc. Franchement, le but du jeu, essayer de développer les compétences qu'on vient d'apprendre là, va les rendre plus épanouis et dans tous les cas vont pouvoir leur permettre, et c'est ça la conclusion, de gagner en autonomie et interagir correctement en communauté, dans un environnement, avec d'autres personnes et quand ils vont arriver dans le monde du travail. Donc, pour résumer tout ça et vous faire une petite blague de fin, faites-leur faire des tâches ménagères et jouez avec eux, plutôt que d'aller faire des tests de QI pour savoir si votre enfant est meilleur qu'un autre. Ça, on s'en fout. Avec vos propres moyens, s'il vous plaît. Emmenez cette attraction et cet apprentissage. Et le truc aussi que j'ai envie de dire, c'est que tout ce que je viens de dire là permet de favoriser l'épanouissement de l'enfant, mais peut nous permettre à nous aussi de se rattraper. C'est-à-dire que si, dans plusieurs de vidéos, je vous dis de casser un peu le cycle de parents, en corrigeant les choses que nos parents ne nous ont pas données ou qu'on considère qui ne sont plus adaptées aujourd'hui, eh bien ça c'est un moyen. C'est-à-dire que si on se met à travailler avec l'enfant pour développer ces compétences-là, on va obligatoirement se poser des questions sur nous-mêmes et se rattraper, on va dire, travailler sur nous pour développer ces compétences et notamment développer celles dans lesquelles on a du travail à faire. Par exemple, moi, c'est plutôt les loisirs créatifs, tout ce qui est imaginatif, créatif, parce que j'ai plutôt un esprit concret, pragmatique. Mais malgré tout, l'objectif, c'est de travailler avec eux pour apprendre autant qu'eux. Ces compétences qui vont leur permettre, eux, dans leur vie future, de réussir et de s'épanouir et d'être serein et de gagner en autonomie le jour où on ne sera pas là. Et nous, ça va nous permettre de faire des points de situation, va nous aider dans notre introspection, va nous améliorer aussi et va nous permettre de juger certaines situations qu'on trouvait peut-être critiques avant, comme futiles aujourd'hui, et refocaliser par exemple notre énergie sur des choses importantes pour nous à l'instant T. D'accord? Et
encore dernière chose, et après je vous laisse. Comme je le disais un peu plus tôt, faites-le avec vos moyens. N'essayez pas de copier quelqu'un d'autre. Chaque parent a une éducation et une manière d'éduquer leurs enfants différemment. On a chacun nos expériences, donc chacun nos plus-values à emmener dans l'accompagnement de notre enfant. Le seul truc qu'il y a, on va dire le cadre qu'il faut garder dans tout ça, s'ils veulent s'épanouir, c'est leur apprendre les valeurs qui vous sont chères, le respect, la communication, les relations positives, saines, le contrôle des émotions qui va vous permettre de vous aider et leur permettre d'éviter, d'arriver à se contrôler, on va dire, en public, dans n'importe quel environnement, et puis pour l'avenir aussi. Vous voyez, enfin, il y a des valeurs comme ça qui reviennent et je pense qu'on a tous en commun. Eh bien, appuyez là-dessus et en même temps faites un parallèle avec les compétences cognitives que je viens de vous dire aujourd'hui. Donc voilà, c'était une petite vidéo sur les compétences exécutives avec les 3 premières que je répète, mémoire, contrôle des inhibiteurs et flexibilité cognitive, plus toutes celles que je viens de vous détailler. N'hésitez pas à revenir sur la vidéo, à faire des pauses si vous voulez écrire les différentes compétences cognitives, mais vous les retrouverez sur internet, il n'y a pas de problème. Et je vous laisse les liens des 2 livres de Céline Alvarez qui franchement a mené, j'aime pas ce mot-là, mais a mené une sorte d'expérimentation et a montré des résultats magnifiques sur les enfants. Et c'est ce qui nous fait encore poser pour savoir pourquoi l'éducation nationale n'a pas encore un petit peu travaillé là-dessus et qu'on est toujours avec des enfants en bas âge derrière des bureaux. Bref, ça c'était ma petite parenthèse, je casse l'éducation nationale. Je vous dis encore merci de me suivre, toujours aussi nombreux. N'hésitez pas à vous abonner, hein, comme d'hab, à faire la petite cloche parce que les j'aime m'aident à montrer les vidéos, à montrer mes vidéos à d'autres personnes et pourquoi pas aider d'autres papas. Et à me mettre des commentaires parce que bien évidemment, que ce soit sur mon canal Telegram ou ici, ça me ferait un plaisir de vous répondre et d'échanger sur nos expériences de papa et de maman, pourquoi pas, hein. Il y a aussi des mamans qui me regardent, donc je ne suis pas sectaire. Voilà, je vous dis encore merci de me suivre et je vous dis à une prochaine vidéo. Ciao, ciao.